Chamamos agora para a conferência magna intitulada Segurança Alimentar e Segurança Energética, Escolhas Políticas e Escolhas Econômicas, o ilustríssimo professor Christian Comeliot, professor de Desenvolvimento Econômico no Institut Universitaire d'Études du Développement, Genebra, e professor d'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. O professor acaba de lançar 2 livros, Les Impasses de la Modernité e L'économie contre le développement. Ele é doutor em Direito, em Ciências Econômicas e especialista em Economia do Desenvolvimento. Com a palavra, professor Comeliot. J'espère qu'on va m'entendre cette fois-ci. Alors, je voudrais commencer par quelque chose qui n'est pas une formalité. Ce sont des remerciements. C'est courant de faire des remerciements dans ces occasions-là. Mais je voudrais dire que pour moi, c'est plus qu'une formalité parce que j'ai l'impression que je suis ici un peu en raison d'une, ce que j'appellerais une complicité intellectuelle. Il y a longtemps, je ne connais pas bien le Brésil, mais il y a longtemps que je travaille avec plusieurs personnes ici. C'est une collaboration que j'ai toujours beaucoup appréciée et donc je suis très heureux d'être là et de pouvoir faire cet exposé. C'est un grand honneur d'ailleurs pour moi, que je ne comprends pas très bien, mais je suis très sensible à cet honneur. Alors je vais dire tout de suite aussi, pour éviter les malentendus, que je ne vais pas discuter directement et techniquement des 2 grands sujets de ce colloque, donc la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. D'abord parce que je n'ai pas vu, je ne connais pas les communications qui vont être faites pendant ce séminaire, et puis aussi parce que je dois confesser ma relative incompétence dans ce domaine. Je ne suis pas un technicien de ces domaines-là, et en accord avec les organisateurs, je voudrais vous proposer quelque chose qui, bien sûr, n'est pas sans rapport avec ces sujets-là, mais je voudrais vous proposer de réfléchir à une proposition qui est, au fond, une sorte d'élargissement du cadre intellectuel dans lequel nous devons réfléchir sur le développement. Je travaille moi-même depuis très longtemps sur ces questions de développement. Je suis très insatisfait par la réflexion actuelle sur l'ensemble des sciences sociales du développement, donc pas seulement l'économie, parce que j'ai l'impression que nous sommes très impuissants devant les problèmes qui se posent et que nous maîtrisons très très mal ce qui se passe. Nous nous perdons dans des formules creuses et nous ne savons pas très bien où nous allons. Et face à cette impuissance, moi je suis, peut-être parce que je vieillis, je ne sais pas, mais je suis quand même très très impressionné par le fait que nous sortons d'un siècle, le XXe siècle, qui a été un siècle tout de même particulièrement tragique, avec des drames affreux que je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais enfin qu'il suffise de parler de 2 guerres mondiales, de l'hitlérisme, du stalinisme, du maoïsme, des guerres coloniales et puis de décolonisation, etc. Plusieurs génocides, etc. C'était un siècle tragique. Et j'ai l'impression que nous devons faire très très attention pour faire en sorte que le XXIe siècle ne soit pas aussi un siècle tragique, et je ne suis pas sûr que nous nous en donnons toutes les conditions de maîtrise. Alors ça, c'est vraiment pour moi une préoccupation qui est devenue très importante. Bien entendu, je ne suis pas capable de trouver tout seul la solution à ce problème global, mais je dis simplement que nous avons besoin d'une réflexion beaucoup plus vigoureuse, beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde sur les perspectives de développement. Je veux bien abandonner le mot développement si cela gêne. Je sais que ça gêne aujourd'hui certaines personnes. Peu importe. Ce n'est pas une question de terminologie, c'est une question de perspective, de progrès pour l'humanité. Je pense que nous devons véritablement aborder une réflexion en profondeur sur ce thème. Et
quand je parle de changement, il me semble que ce que nous devons changer en priorité, c'est de cela dont je voudrais parler, c'est la manière dont nous concevons les rapports entre nos grands idéaux du développement, les grandes idées que nous répétons sans cesse sur les possibilités de progrès de l'homme, de démocratie, de justice, de bien-être, etc., d'une part, finalités sur lesquelles, en parole, tout le monde est d'accord, et puis l'impuissance de nos stratégies, ou plutôt, je dirais, l'inadéquation de nos stratégies et de notre organisation, qui fait que, en grande partie, permettez-moi une expression un peu vulgaire, nous sommes à côté de la plaque. Nous sommes à côté de vraiment ce que nous devrions faire dans ces domaines. Et alors ça me paraît, c'est là bien sûr que je fais un lien avec les deux grands sujets que nous allons discuter dans ce colloque, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique sont, me semble-t-il, des conditions essentielles pour ce progrès humain. Ce ne sont pas des petits problèmes techniques sur le côté, ce sont des problèmes fondamentaux qui sont des conditions nécessaires du progrès humain. Et cela veut dire, me semble-t-il, que l'on peut considérer ces deux problèmes de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, comme des sortes de droits humains fondamentaux pour permettre ce progrès et pour d'éviter ces tragédies que je rappelais il y a un instant. Et quand on pose les problèmes dans ces termes-là, je veux dire, quand nous parlons de droits humains fondamentaux, de perspectives de développement au sens de progrès humain, etc., nous sortons des problèmes techniques. Nous sortons des problèmes purement techniques, et même si je suis économiste, mais vous allez comprendre tout à l'heure, je crois, pourquoi je dis cela, nous sortons des problèmes purement économiques. Et je tiens à insister là-dessus au départ, parce que je crois que ces questions-là dépassent infiniment notre cadre de raisonnement habituel. Et ce sur quoi nous devrions réfléchir, et je dis tout de suite que ça explique le titre que j'ai proposé pour cette conférence, c'est pas simplement de réfléchir sur l'adéquation de nos moyens, ces grandes finalités que nous affirmons sans cesse, comme si c'était évident, comme si elles étaient les mêmes pour tout le monde. Nous devons réfléchir à ces finalités. Nous devons nous demander davantage quelles sont ces grandes finalités de l'homme, et je traduirai cela en disant quelles sont les potentialités de la condition humaine, de la condition de l'homme et de la condition de la société. Je vais m'expliquer un peu plus concrètement, bien sûr, par rapport à ces formules très générales, mais je voudrais tout de suite placer donc la discussion à ce niveau-là. C'est une discussion sur la condition de l'homme et ses potentialités et l'inadéquation de nos stratégies par rapport à ces potentialités qui me semble faire problème, et c'est cela que je voudrais essayer de vous expliquer rapidement. Alors je voudrais vous proposer un raisonnement en trois étapes. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi j'ai suggéré cette distinction. Enfin, j'ai repris dans le titre, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé cette distinction, bien sûr. J'ai fait allusion à cette distinction entre les choix économiques et les choix politiques, parce que je crois que c'est important de revenir sur ces notions-là, même si elles ont l'air élémentaires. Donc, je dirai quelques mots là-dessus. Et puis, le cœur de mon argumentation, cela consisterait à dire pourquoi la condition de l'homme et de la société qui fonde nos stratégies actuelles est-elle tellement réductrice, est-elle tellement étroite par rapport aux potentialités réelles de cette condition. Et je voudrais le traiter en 3 points, en disant qu'il s'agit d'un problème philosophique et anthropologique d'une part, et puis qu'il s'agit d'un problème d'instrument des économistes en particulier, parce que nous sommes focalisés sur l'économie, obsédés d'économie, je dirais, à un point qui n'est absolument pas légitime ni défendable, et qu'à l'intérieur de cette
préoccupations d'ordre économique, nous sommes obsédés par certains mécanismes de l'économie et pas par d'autres. Et vous voyez que je fais allusion à l'économie de marché, aux mécanismes de marché que je voudrais essayer de remettre à leur place, non pas pour dire qu'il faut les supprimer, bien sûr, mais pour expliquer que nous ne pouvons pas raisonner uniquement dans ces termes-là. Alors, ce seraient donc les deux points que je voudrais développer. Et puis, mon troisième point serait une conclusion plus positive, si vous voulez, pour essayer de réfléchir sur la manière de faire obstacle à la poursuite de cette conception tout à fait réductrice, et donc en essayant de réfléchir, en donnant quelques repères seulement, sur une organisation plus positive des stratégies de développement, dans lesquelles, bien sûr, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique trouveraient mieux leur place. Alors mon premier point, c'est donc, je vais être assez bref sur ce point, c'est donc ce problème de la distinction entre choix politique et choix économique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette question qui peut vous paraître banale ou peut-être même évidente? Eh bien précisément parce que je crois que nous avons à réfléchir à nos finalités, à ce que nous poursuivons, aux objectifs que nous poursuivons, et pas simplement à leurs moyens, et pas simplement aux problèmes de répartition. Je suis frappé de voir que l'idéologie dominante, mais elle est largement dominante, parce qu'elle est dominante dans des courants politiques très divers, et donc c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, consiste presque partout à dire au fond, tout le monde est d'accord sur les objectifs du développement. Nous n'avons pas besoin de discussion là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a peut-être il y a des problèmes de choix techniques et économiques, et puis il y a des petits problèmes politiques qui se posent, par exemple en matière de répartition des avantages et des coûts du développement, mais les problèmes politiques se limitent à cela, et pour l'essentiel, nous devons avoir davantage recours aux ingénieurs d'une part, aux économistes d'autre part, et puis leur faire une confiance aveugle en matière de choix. Alors c'est pour cela que mon point de départ serait de dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il s'agit de l'avenir de l'homme, de l'avenir de la société, et que nous devons admettre le pluralisme dans ce domaine. Et quand je dis pluralisme, je veux dire simplement nous devons admettre qu'il y ait une diversité de valeurs, d'opinions, de finalités parmi les communautés des hommes, et qu'elles ne se réduisent pas toutes à une seule stratégie. Il n'y a pas une stratégie optimale de développement. Et donc, si nous admettons qu'il y a une diversité, cela veut dire qu'il y a des problèmes de choix, mais des choix de quelle nature et basés sur quoi? Et c'est là, me semble-t-il, que nous sommes en difficulté parce que nous confondons, semble-t-il, beaucoup de choses. Alors je voudrais dire simplement que dans mon vocabulaire, parce que je crois que c'est un vocabulaire qui n'est pas figé, enfin qui n'est pas... Les gens ne parlent pas tous ne mettent pas tous la même définition, le même sens sous ces termes, mais dans les mots que je vais employer, moi j'entends choix politique comme choix de finalité, choix d'objectif. Ce qui veut dire que l'on reconnaît le pluralisme des vues possibles, des finalités possibles, que l'on reconnaît la nécessité des arbitrages. Il va falloir choisir entre différentes valeurs poursuivies, différents objectifs poursuivis, différents groupes sociaux. Et il y a une difficulté que je veux mentionner tout de suite, je n'aurai pas le temps de la développer longuement, mais c'est qu'il y a un problème de niveau dans ces choix, pour une raison très simple, c'est que certains choix peuvent être effectivement prononcés et mis en œuvre par des communautés locales, par exemple au niveau d'une ville ou par exemple au niveau d'un pays ou d'une région, voire d'un ensemble régional comme l'Union européenne par exemple. Mais il y a certains choix aujourd'hui sur lesquels il faudra qu'en somme la planète entière se mette d'accord.
parce que les conditions de réalisation de ces finalités-là vont dépendre de choix au niveau de la planète et pas au niveau d'une collectivité particulière. Donc, sur certains problèmes, nous allons devoir essayer de nous mettre d'accord pour un seul choix. Parce qu'il faudra bien choisir une solution. Il ne faudra pas nécessairement, on ne pourra pas permettre le pluralisme des options dans tous les domaines, dans les modalités sans doute, mais dans les grands objectifs fixés. Je pense par exemple à la place dans les stratégies des questions de réchauffement climatique. C'est par définition un problème majeur au niveau planétaire. Ce n'est pas un problème simplement local, même si les modalités de certaines politiques peuvent être locales. Donc cela veut dire que nous allons devoir, si nous parlons choix politique, redéfinir quelque chose qui est bien oublié dans les approches actuelles des stratégies de développement. Et je pense à une formule qui a l'air évidente pour tout le monde et que tout le monde répète de façon simple, comme s'il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que c'est l'intérêt général aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner un contenu à l'idée d'intérêt général, surtout si on doit distinguer ce qu'est l'intérêt général au niveau d'une collectivité nationale, au niveau d'une région, ou peut-être au niveau mondial? Cela veut dire que nous aurons des choix de priorité à faire, des arbitrages à faire en fonction de visions globales qui ne sont pas à la mode du tout dans la réflexion sur le développement actuel. Au contraire, moi je me heurte tout le temps, je sais, à tas d'objections en disant « cessez vos généralités, on n'a pas besoin de cela, on a besoin de résoudre des problèmes techniques ». Je prends explicitement le contre-pied de cette approche-là parce que je crois que les problèmes techniques ne sont pas les seuls à se poser et qu'on ne peut pas les résoudre si on ne se met pas d'accord sur une vision globale de l'intérêt général et donc un débat politique qui permette de définir ses priorités. Ça veut dire tout cela, le politique. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre un air supérieur en disant écoutez les experts, hein, laissez-les parler, et puis réglez vos petits problèmes politiques entre vous, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Les experts savent ce qu'il faut faire. C'est le contre-pied de cette approche que je voudrais défendre ici parce que cela me paraît essentiel de le faire dans les conditions actuelles. Alors cela dit, si l'on définit de cette manière-là les choix politiques, il est évident que vont se poser une série de choix techniques et de choix économiques ou technico-économiques, enfin peu importe les termes dont vous l'employez, parce qu'on ne peut pas tout faire et on est obligé, en raison de la rareté des moyens, ça c'est de l'économie au tout premier niveau, hein, de dire parce que les moyens sont rares, nous ne pouvons pas tout faire et donc nous devons choisir entre différents objectifs. Et donc les problèmes économiques gardent évidemment leur importance. Je ne vais pas du tout dire que la réflexion économique est pratiquement inutile. J'ai entendu cet avis, je dois dire, de la part de certains anthropologues. On s'est un peu battu là-dessus, parce que tout de même, il me semblait que l'économie restait importante. Mais le point que je voudrais souligner de ce point de vue-là, c'est que si nous parlons de l'importance persistante des choix économiques, cela ne veut pas dire que les lois économiques doivent régir le monde complètement. Or, encore une fois, c'est cela que veut dire l'économisme dans lequel nous vivons actuellement, c'est que nous sommes dans un monde qui a l'air de considérer que les seules lois importantes sont des lois économiques. Je dirais d'ailleurs tout à l'heure que les lois économiques dont on parle sont en fait des lois de marché le plus souvent, et que c'est un aspect encore un peu plus réducteur. Or, ce qui est certain, c'est que ces lois-là sont des conditions certainement importantes, mais ne prédéterminent pas totalement les choix politiques. C'est là-dessus que je voudrais vraiment insister dans cette première partie, parce que ça me paraît vraiment important pour éviter les confusions. Alors j'admets bien entendu, parce que c'est une objection qu'on entend très couramment, j'admets bien entendu que
cette distinction qui a l'air simple ne l'est pas du tout dans la réalité des stratégies concrètes. Qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qui est finalité? Qu'est-ce qui est finalité, qu'est-ce qui est moyen? Dans une chaîne de décisions de plus en plus complexe et de plus en plus détaillée, la distinction n'est pas simple. Je suis parfaitement conscient du fait que la distinction n'est pas simple, mais c'est justement pour ça que j'y insiste. Parce qu'il me semble que l'on peut céder parfois sur des questions économiques et moins céder sur des questions de valeur, si elles sont importantes, même si l'on est obligé de faire des compromis pour différentes raisons. Donc, admettons donc cette complexité, admettons que la distinction n'est pas facile, mais affirmons de façon très nette la prédominance du politique au sens noble du terme. Je ne parle pas de petites querelles politiques, je dis simplement l'avenir d'une société est défini par le choix de cette société ou de ces sociétés en fonction de choix politiques fondamentaux, et c'est essentiel dans les stratégies de développement. Alors si vous admettez cette première étape, je voudrais passer donc à la deuxième, qui est d'expliquer les raisons de ce réductionnisme dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire une longue description pour expliquer en quoi consiste ce réductionnisme, parce que je crois que vous les connaissez aussi bien que moi. Je voudrais simplement d'abord vous rappeler ma distinction entre la conception de l'homme et la société, problème anthropologique, éthique, politique, philosophique, si vous voulez, mais pas problème technique. Donc le réductionnisme de la conception de l'homme sur lequel nous nous appuyons, et puis le réductionnisme qui procède du recours aux instruments économiques et surtout à certains instruments économiques. Si vous réfléchissez un instant sur la condition de l'homme à laquelle nous nous référons implicitement, dans la plupart des stratégies de développement, je crois que vous pouvez assez facilement en dégager certaines caractéristiques que j'appellerais pour ma part l'individualisme, la prédominance des choix individuels et la reconnaissance de l'individu comme le seul acteur important dans les choix. On verra tout à l'heure les conséquences auxquelles cela mène. Donc l'individualisme, le matérialisme au sens où il s'agit essentiellement d'organiser la promotion d'un certain bien-être matériel, même si l'immatériel intervient de différentes manières, mais j'en reparlerai plus tard. Une conception également axée sur la domination maximale de la nature, des ressources naturelles par l'homme. Chose que nous remettons relativement peu en question, peut-être parce que c'est dans la Genèse, je ne sais pas, mais tout de même, nous fondons sur le droit de l'homme de dominer complètement la nature et d'en faire ce qu'il veut. Nous voyons à quoi ça nous mène aujourd'hui. Et puis, quatrième caractéristique, ce n'est pas du tout une liste complète, bien sûr, que je vous propose, mais j'essaie de dégager quelques points importants, c'est celle d'une prétention à l'universalisme. L'universalisme, je veux dire, c'est que cette stratégie de développement présentée comme dominante, parce qu'elle est défendue par les grandes organisations internationales et par l'immense majorité des gouvernements de la planète, elle se prétend universelle, c'est-à-dire généralisable à tout le monde. Et on n'admet pas, au fond, la discussion. C'est-à-dire que l'on dit, vous devez admettre ce type de conception et nous allons conquérir le monde à partir de la référence à ces valeurs-là. Et ce que je voudrais faire simplement, et encore une fois, je n'ai pas le temps d'y passer, de vous proposer de longues explications, mais c'est là-dessus que j'ai fait le dernier bouquin dont j'ai quelques exemplaires ici et que j'avais appelé « L'économie contre le développement » parce que j'avais l'impression que nous étions empêchés d'organiser des stratégies de développement adéquates à cause justement de ces conceptions
réductrice. Et la réflexion que je propose dans cet ouvrage, et je voudrais brièvement résumer devant vous maintenant, c'est de dire, si vous réfléchissez sur cette idée générale de l'homme et de la société qui peut fonder des perspectives de progrès et des potentialités de progrès, on peut l'explorer à travers des potentialités qui sont beaucoup plus riches que celles qui composent justement cette idéologie dominante. Et à la dimension d'individualisme extrême dans lequel nous raisonnons actuellement, il faut certainement adjoindre une dimension collective. Je dis adjoindre. Pourquoi? Parce que je voudrais éviter, dans les couples de caractéristiques que je voudrais exposer brièvement, je voudrais éviter de présenter les choses en disant il faut choisir l'un ou l'autre. Il faut choisir l'individualisme ou il faut choisir le sens de la collectivité, le sens communautaire. Je n'aime pas le mot collectivisme, donc je l'évite, mais vous voyez ce que je veux dire, ce qui dépasse l'individu. Or, ma position n'est pas de dire il faut choisir l'un ou l'autre. Ma position est de dire simplement nous sommes obligés de nous référer à une conception qui combine ces deux dimensions, et quand on ne les combine pas, on court à l'échec. Et donc c'est une question non pas de choix de l'un ou de l'autre de ces dimensions, c'est une question de pondération, de poids relatif donné à ces différents couples de dimensions, et c'est cela qui est important, et c'est à cause de cette absence de pondération dans la stratégie actuelle que nous prenons des risques qui me paraissent importants. Donc mon premier couple de dimensions, ce serait l'individualisme et le sens de la communauté ou de la collectivité. Mon second couple de dimensions, ce serait de dire nous raisonnons essentiellement sur des valeurs essentiellement matérielles. Mais l'homme ne vit pas simplement de matière et de bien-être matériel. L'homme veut rêver, aimer, penser à un au-delà peut-être. Et je ne trouve pas un meilleur mot. Je suis un peu gêné par ce mot parce que c'est difficile de parler de ces choses-là. Le mot que j'emploie pour essayer de faire sentir cette dimension qui irait au-delà du matériel, c'est une sorte de dépassement que moi j'appellerais la transcendance. Alors ça n'implique pas une croyance en Dieu nécessaire, je dis simplement il y a autre chose que le matériel. Comment combine-t-on dans l'organisation du progrès cet aspect de matérialisme et cet aspect de non-matérialisme, de spiritualisme, de transcendance? Troisième dimension, domination de la nature. Est-ce que c'est la seule voie possible? Et vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de cultures dans le monde actuellement. Je pense à la culture bouddhiste, par exemple, qui prône au contraire un très grand respect de la nature. Alors, je ne suis pas encore en train de dire une fois de plus qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Je dis qu'on doit tenir compte de ce couple de dimensions, et cela veut dire redéfinir la place de l'homme dans la nature. Et nous sommes très balbutiants là-dedans. Nous sommes comme des enfants devant un nouveau jouet quand nous trouvons une nouvelle découverte technologique et ses possibilités. Nous ne réfléchissons pas à la place que l'homme peut occuper par rapport à ces techniques et au rôle qu'il joue par rapport aux ressources naturelles. Est-ce que nous avons le droit de tout faire au nom d'un bien-être matériel présent et de négliger notamment l'avenir des ressources naturelles? Et puis bien sûr, il y a cette question d'universalisme, le couple universalisme-particularisme. Est-ce que nous partons dans une stratégie à prétention universaliste et donc à prétention de conquête? Je fais remarquer simplement au passage, je m'excuse de parler de généralité, à ce point vous avez peut-être l'impression que je me perds dans des abstractions. Ce ne sont pas des abstractions. La conquête au nom de l'universalisme et au nom
de la généralisation des stratégies, c'est la conquête faite par l'Occident depuis au moins 5 siècles, hein, et ça passe par la colonisation, et ça passe par ce que l'on appelle aujourd'hui les stratégies mondiales de développement, défendues notamment par les organisations internationales. Donc, qui vous disent, voilà la vérité, voilà les finalités que vous devez poursuivre. C'est la négation des finalités, hein, du choix de finalité dont je parlais tout à l'heure. Ou bien est-ce que vous avez alors une dimension de particularisme au sens où les valeurs que vous allez essayer de défendre sont des valeurs qui font votre individualité, votre identité, et vous avez le droit de défendre votre culture et peut-être de vous protéger. Jusqu'où allez-vous? Est-ce que vous êtes ouvert à tout, toutes les influences? Est-ce que vous admettez toutes les influences sous prétexte qu'elles sont économiquement ou financièrement dominantes? Vous dites non, il y a un certain nombre de valeurs que je ne veux pas sacrifier et que je tiens à protéger, quitte à même me protéger de manière assez offensive. Hein, je refuse l'acceptation totale des influences étrangères. Donc je me défends contre ces influences. Alors ça, c'est encore un couple donc, dans lequel, je répète, hein, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Ma position est simplement de dire, il me semble que toute stratégie de développement au niveau global, au niveau de collectivités plus étroites, comme un pays, une région ou un ensemble de pays, doivent tenir compte de ces doubles dimensions à chaque fois et choisir leur mode de pondération, c'est-à-dire l'importance relative qu'ils donnent à ces dimensions-là. Et ce qui me frappe dans la stratégie actuelle, et c'est pour ça que je commençais par le rappel de ces caractéristiques qui me semblent assez connues, enfin assez peu discutables, hein, elles sont imposées de manière unilatérale, hein, de manière autoritaire, en disant c'est comme ça ne se discute pas, et elles vont dans l'extrême, c'est-à-dire qu'elles sont très individuelles, très matérielles, très axées sur la domination de la nature et très universalistes au sens de la généralisation autoritaire qu'elles imposent. Et je crois que si nous ne réfléchissons pas, et il faut le faire bien plus que je ne suis capable de le faire ici en quelques minutes, bien sûr, mais si nous ne réfléchissons pas à ces composantes-là des stratégies de développement, si nous ne replaçons pas les problèmes concrets sur lesquels nous raisonnons, les problèmes alimentaires par exemple, ou les problèmes énergétiques, dans ce cadre-là, nous risquons très vite de nous heurter à des blocages parce que nous avons une idée du progrès de l'homme tellement réductrice qu'elle n'est pas réalisable. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, qu'on revient alors à ce que je signalais comme ce malaise au départ. Hein. Ne sommes-nous pas aujourd'hui devant un monde qui est plein de risques, parce que nous ne sommes pas sûrs que nous allons empêcher de nouvelles tragédies de revenir, mais surtout parce que nous voyons que le monde dans lequel nous sommes est au fond de plus en plus inacceptable à beaucoup de points de vue. Je ne veux pas faire un tableau absolument noir, hein. Je ne prétends pas qu'il n'y a que des aspects négatifs dans le monde actuel. Je dis simplement que nous sommes envahis d'aspects profondément inacceptables et nous sommes assaillis de doutes sur la viabilité de ce monde-là. Donc un monde inacceptable et probablement inviable, c'est quand même quelque chose d'inquiétant, me semble-t-il, et c'est pour cela que je mets tellement l'accent en disant que c'est simplement une proposition, qu'il faut poursuivre cette réflexion-là si nous voulons vraiment avoir une réflexion plus saine sur les potentialités du progrès ou du développement aujourd'hui. Nous devons élargir notre conception de l'homme et de la société qui nous sert de référence et sortir de ces dimensions beaucoup trop étroites dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Je vais revenir sur ce terme d'enfermement parce que je crois que c'est vraiment le problème dans lequel nous sommes actuellement. Alors ça, c'est mon premier point, si vous voulez, dans cette analyse du réductionnisme
dans lesquels nous sommes. Et vous voyez bien que c'est une prise de distance par rapport au travail que moi je fais, par exemple, qui est un travail d'économiste. On raisonne sur des problèmes économiques, etc. Et puis je me dis, mais on ne va pas résoudre ces problèmes-là si nous ne prenons pas un certain recul, une certaine distance par rapport aux objectifs que nous poursuivons. Et donc nous devons réfléchir à ce que nous voulons. Qu'est-ce que les hommes veulent, qu'est-ce que les collectivités veulent et comment raisonne-t-on sur ces points-là? Je pense que cette réflexion-là est devenue indispensable, pas pour s'amuser à faire de la spéculation ou pas par goût de l'intellectualisme, parce que ça conditionne la viabilité et l'acceptabilité de notre monde aujourd'hui et du monde que nous allons mettre sur pied dans les décennies qui viennent. Alors le problème pour moi est que ce réductionnisme des conceptions de base que je viens d'évoquer rapidement est terriblement aggravé par la place que nous donnons au sein de ces stratégies à l'économie, aux préoccupations économiques. De nouveau, je vous demande de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, abandonner l'économie, ça ne sert à rien. Je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Donc, bien sûr, nous avons besoin d'une réflexion économique. Je dis simplement que notre monde est obsédé de préoccupations économiques à tel point qu'il ignore tout le reste en disant mais c'est pas très important parce que le reste, vous savez, c'est un peu secondaire. Les lois économiques, vous devez passer par là et c'est cela qui est essentiel. Et ça se traduit, mais bien sûr, par les caractéristiques dont je viens de parler, mais qui sont maintenant traduites de manière très très concrète dans le matérialisme de la production dont nous croyons avoir besoin pour notre bien-être et de la ponction sur les ressources naturelles que cela exige. Mais il ne s'agit pas simplement de satisfaire des besoins, il s'agit de se lancer dans une course échevelée au productivisme. Le productivisme, ce n'est pas simplement produire pour répondre à des besoins. Le productivisme, c'est de produire toujours plus, sans s'arrêter, sans connaître de limites, et donc de se lancer dans un processus de production qui n'a pas de fin. Tout cela au nom d'une certaine rationalité, entre guillemets. Je ne veux pas entrer dans les débats autour de ce terme, mais ça me paraît un terme employé à peu près dans n'importe quel sens aujourd'hui. Donc attention à ce terme rationalité. Mais sans entrer dans cette discussion-là, je voudrais simplement évoquer combien nous sommes obsédés d'efficacité. Combien la stratégie dominante, je veux dire, est obsédée d'efficacité et donc de calcul économique. Et plus le calcul est précis, plus nous sommes fiers du calcul que nous avons fait. En oubliant complètement que peut-être la moitié des éléments importants ou davantage ne sont pas compris dans le calcul, et que le calcul est complètement faussé, même s'il a l'air savant et techniquement exact, parce qu'il ignore une grande partie de la réalité. Donc ce que je veux dire, c'est que cette prédominance, si vous voulez, des préoccupations économiques, avec cette importance donnée aux besoins matériels, au productivisme, à l'efficacité, au calcul, etc., c'est aujourd'hui, au nom donc de la domination de l'économie, présenté comme non seulement une condition nécessaire du progrès, ce avec quoi je pourrais être d'accord, mais une condition suffisante du progrès. Il suffit de faire des calculs détaillés, de faire de la production intensive, et vous débouchez nécessairement sur le progrès. Je crois personnellement que cette conception est suicidaire, mais elle est suicidaire, vous voyez qu'elle n'est pas, c'est pas seulement sur le plan éthique ou philosophique, nous sommes enfermés par les instruments que nous nous sommes donnés, parce que nous raisonnons sur une idée de prédominance absolue de l'économie. Et puis c'est pas tout, c'est qu'au sein de cette économie, nous avons encore un troisième
réductionnismes, et vous avez déjà compris que ces réductionnismes s'additionnent ou se multiplient les uns par rapport aux autres, hein, et que ça débouche sur quelque chose de très contraignant. C'est que nous avons donné dans l'économie une prédominance systématique à certains mécanismes de l'économie qui sont les mécanismes de l'économie de marché. De nouveau, hein, je vous demande de ne pas caricaturer ce que je veux dire. Je ne vais pas partir en guerre contre le marché parce que je crois personnellement que c'est ce qui fonctionne le mieux pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais je dis simplement, c'est peut-être une condition nécessaire du fonctionnement des économies. Ce n'est certainement pas une condition suffisante et le marché ne suffit pas. Or, le marché, ça veut dire quoi? Cela veut dire, rappelons-nous les mécanismes essentiels, hein, c'est un mécanisme de relation entre acteurs individuels. Ce n'est pas nécessairement des individus physiques, ça peut être des firmes, etc. Mais l'acteur de base sur le marché, c'est un acteur individuel. Et donc, les institutions qui sont liées à la logique du marché, c'est l'appropriation privative, c'est l'acquisitivité, l'acquisition. Hein, l'échange marchand, c'est un échange de droits d'appropriation exclusive, donc que j'achète, c'est pour moi, c'est pas pour vous, parce que moi je l'ai acheté. Hein, c'est ça la règle du marché. Avec, alors, c'est la trilogie des règles que l'on répète toujours. Je ne sors aucune chose originale. Hein, pour l'instant, je rappelle des choses élémentaires. Les composantes de la logique marchande, c'est la demande solvable, ce qui veut dire simplement que vous ne pouvez satisfaire aucun des besoins que vous pourriez exprimer si vous n'êtes pas solvable, c'est-à-dire si vous ne présentez pas vos besoins, hein, avec un pouvoir d'achat qui est capable de les satisfaire. Donc c'est le principe de la demande solvable. Hein, seuls les clients solvables seront satisfaits. Et la réponse de l'offre ne viendra qu'en fonction du profit. Il n'y a pas de philanthropie, il n'y a pas de charité du côté. C'est pas par charité que les producteurs répondent à vos besoins, c'est parce qu'ils peuvent faire du profit. Adam Smith a dit ça depuis très longtemps, hein, je sais, mais nous vivons là-dedans tous les jours aujourd'hui. Demande solvable, maximisation du profit, concurrence. Ça fait quand même un monde très, très, très restreint, ça, dans les relations. Si vous basez toutes les relations sociales sur ce type de mécanisme, et si en plus vous dites, comme on le dit aujourd'hui, et référez-vous à ce que fait l'OMC, par exemple, si vous dites aujourd'hui toutes les collectivités doivent s'insérer au maximum dans l'échange, les collectivités et les individus, et vous ne pouvez pas établir des obstacles à l'échange. Vous devez être ouvert à toute espèce d'échange à partir du moment où les règles du marché s'expliquent. Ça fait un monde un petit peu bizarre, hein, dans lequel tout est soumis à cet échange marchand, donc de demande solvable et de profit. Et ça aboutit, alors parce que le profit est le mécanisme majeur, justement à nier ce que je rappelais au départ, c'est les choix de finalité, parce qu'il n'y a pas de choix de finalité. La finalité, elle est la même pour tout le monde. Dans ce mécanisme marchand, c'est la maximisation du profit monétaire, et donc tout ça est rassemblé dans un espèce d'étalon unique qui donne un critère de comportement pour tout le monde. Hein, maximisez votre revenu, maximisez votre profit, et vous serez parfaitement rationnel. Cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de conception d'intérêt général, ou plus exactement, il n'y a pas de conception d'intérêt général autre que la somme des intérêts particuliers, que chacun poursuive son intérêt particulier. Il n'y a pas besoin d'organisation sociale, et tout ça va faire par construction un intérêt général. Cela veut dire aussi que ce n'est pas nécessaire de s'interroger sur la nature des besoins d'une collectivité, il suffit d'être à l'écoute du marché. Et donc, l'économie de besoins, l'économie supposée s'occuper des besoins, il y a une réponse très simple. C'est la même chose que l'économie de profit.
Suivez les occasions de profit et vous répondrez à tous les besoins qui méritent, dans cette conception, qui méritent d'être satisfaits. Vous n'avez pas besoin d'autres règles et d'autres formes d'organisation sociale, même s'il s'agit de besoins essentiels. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que le besoin de sécurité alimentaire dont on va discuter dans les 2 jours qui viennent appartient éminemment à ce domaine-là. Et à partir du moment où vous le condamnez simplement à la règle du profit, de la demande solvable et de la concurrence, vous aboutissez à des tragédies. Et les tragédies, je ne les invente pas. Ouvrez n'importe quel journal et on vous raconte des faits de ce genre tous les jours. Ça veut dire aussi que grâce à cette conception marchande, on peut se permettre d'ignorer tout dépassement par rapport à ce critère du comportement de maximisation du profit, et donc toute espèce de transcendance, toute espèce de dépassement par rapport au réel. Et alors moi, j'aime bien employer cette formule, consiste à dire, si vous regardez le monde autour de vous, nous avons inventé de multiples ersatz de transcendance. Ce que j'appelle des ersatz de transcendance, ce sont des caricatures, qui sont des performances infinies, soit de production, soit surtout de consommation. Regardez la publicité de tout le domaine électronique, par exemple, où vous verrez combien de fois arrive le mot illimité. On vous propose toujours quelque chose d'illimité. Mais parce qu'on a inventé cela comme source du dépassement. C'est un peu fou, bien sûr, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est la caricature que nous employons aujourd'hui. Pas besoin de dire non plus que cette règle basée sur la solvabilité aboutit à une aggravation des inégalités et des phénomènes d'exclusion qui sont probablement plus dramatiques que jamais, avec les risques de conflits qui sont derrière. À propos des conflits, d'ailleurs, je ne voudrais pas non plus tomber dans une caricature en disant les hommes étaient meilleurs avant, aujourd'hui ils sont particulièrement pervers. Je ne crois pas que les hommes aient jamais été des petits anges, et qu'ils ont toujours eu des tendances assez perverses, probablement. Je dis aujourd'hui que ce qui me paraît la source de cette menace qui est toute nouvelle, c'est pas que les hommes soient devenus plus méchants, c'est qu'ils ont des moyens de rendre les conséquences de leur méchanceté beaucoup plus graves. Parce que les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui peuvent entraîner des conséquences dramatiques. Alors, bien sûr, je rappelle la négligence complète, parce que ce n'est pas compris dans les calculs du marché, la négligence de toutes les ressources naturelles, les écosystèmes, etc. Ça ne fait pas partie du calcul, parce que ça ne rentre pas dans le système des prix. On ne sait pas comment l'intégrer dans le système des prix, donc on l'ignore. On fait des calculs supposés précis, mais qui ne le sont pas, puisqu'on oublie la moitié de la réalité, et on se lance dans une course indéfinie à l'accumulation, à la croissance économique. Alors je n'ai pas le temps de développer ces thèmes de la croissance, mais qui me paraissent vraiment une de ces obsessions dans lesquelles nous sommes et qui est dramatique en raison des conséquences que cela provoque. Mais je voudrais dire simplement d'une phrase, sans entrer sur ce sujet, parce que c'est un sujet difficile à traiter qui est assez complexe. Il me semble que le débat sur la croissance aujourd'hui est absolument nécessaire, parce que la poursuite de la croissance indéfinie est une aberration. Mais personnellement, je voudrais dire que je ne crois pas à la décroissance telle qu'elle est présentée le plus souvent, parce que c'est une idée politiquement irresponsable qui ne tient pas compte de la majorité, de ce que ressentent et de ce que vivent la majorité des populations dans le monde. Elle est politiquement irresponsable et elle est intellectuellement biaisée, me semble-t-il, parce qu'elle fait la même erreur que la croissance. Si vous voulez, à partir d'un agrégat global, on a dit il fallait augmenter le produit intérieur brut, et maintenant on dit l'inverse, en oubliant que de toute façon c'est l'indicateur que l'on emploie qui est mauvais. Donc
la décroissance n'est pas plus défendable que la croissance prise dans ces termes globaux. Alors que l'on freine certaines consommations, certaines productions, bien sûr, hein, c'est évident. Je n'en dis pas plus sur ce sujet parce que ça nous emmènerait trop loin. Je conclus cette deuxième partie et je vais rapidement passer au dernier point. Hein, c'est de dire que ce réductionnisme de nos conceptions de base, ce réductionnisme de la place excessive et dominante que nous donnons à l'économie et ce réductionnisme de l'économie de marché aboutit à un enfermement. Nous sommes dans une prison. Nous sommes dans une prison dont nous n'arrivons pas à sortir parce que nous n'arrivons pas à nous donner une conception du progrès qui ne soit pas caricaturale. Or, c'est ça, bien entendu, qui est en jeu. C'est de proposer aujourd'hui quelque chose qui soit politiquement acceptable, qui se rapproche des idéaux de justice et donc de satisfaction des besoins essentiels, etc. Alors moi, je ne crois pas à un monde parfait, hein, on ne va pas aboutir à un monde parfait, mais au moins réduisons l'inacceptable. Et il me semble que si nous réfléchissons un peu plus loin sur ces thèmes-là, nous avons des instruments pour réduire ces aspects inacceptables. Donc nous pouvons faire des choses, mais il faut sortir de cette prison des concepts dans lesquels nous sommes entrés. Alors le dernier point que je voudrais développer en forme de conclusion, si vous voulez, se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Parce que bien entendu, je me rends compte que les conceptions que je viens d'évoquer brièvement, hein, parce que ce sont des discussions gigantesques, bien sûr, les conceptions que je viens d'esquisser brièvement devant vous, elles sont un peu pessimistes, hein, parce qu'elles aboutissent sur un blocage, sur une impasse. Et comment sortir de cette impasse et comment, notamment, si l'on raisonne, si l'on essaie de comprendre des thèmes concrets comme ceux de l'exigence, de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et de bien d'autres problèmes, comment peut-on sortir de cet enfermement? Alors, vous avez compris, je crois que, et je ne vais pas donc me répéter longuement là-dessus, la structure générale du raisonnement que je vous ai proposé indique les grandes réflexions possibles et je ne vais pas les redévelopper en détail. Cela veut dire simplement, mais je m'exprime peut-être maladroitement sur ces questions-là, mais je vous assure que, à force de repenser à ces questions, surtout de les discuter avec beaucoup d'autres, je crois que vraiment l'exigence est là. Sortons de notre réflexion purement économique et admettons que nous avons besoin d'une réflexion beaucoup plus profonde sur l'anthropologie, sur l'éthique, sur la politique, sur la philosophie, si vous voulez, mais enfin, ça fait un peu prétentieux de parler de cela, et ne versons pas dans des idéologies à courte vue qui dominent notre conception de l'homme et de la société actuellement. Je crois réellement que c'est l'exigence fondamentale aujourd'hui. Vous allez dire, mais donc vous renvoyez la question à quelques philosophes que vous allez enfermer dans une chambre jusqu'à ce qu'ils sortent des solutions. Non, bien sûr, c'est notre travail à tous. C'est-à-dire que c'est une question qui commande notre vie quotidienne à tous. Ce n'est pas la construction d'un système philosophique nouveau et particulièrement savant. Peut-être qu'il y en aura. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de refonder nos critères de comportement quotidien avec chacun de nos particularités, etc., mais sur quelque chose d'un peu plus solide que ce que nous avons fait dans cette perspective réductionniste de notre éthique actuelle. Et puis, bien sûr, la place de l'économie. La place de l'économie, remettons-la en question. Non pas pour la nier, mais pour dire, attention, elle ne révèle pas tout. C'est une partie de la réalité, et puis une partie qui a des méthodes d'analyse quand même très, très difficiles et qui aboutissent à une vue très unidimensionnelle du monde. Je pense par exemple à la pratique des agrégats, des
ensembles statistiques sur lesquels tous les économistes raisonnent. Prenez une chronique quelconque dans un journal et regardez ce qu'on vous raconte sur la crise financière actuelle. Vous avez l'impression d'être dans une sorte de cauchemar en vous disant mais de quoi nous parle-t-on? Et quel est le rapport entre ces abstractions statistiques agrégées et la réalité concrète que vivent les gens, et en particulier les gens les moins privilégiés, c'est-à-dire la majorité de la population du monde, tous les jours. Et les rapports sont assez lointains, hein, contrairement à ce que disent les économistes qui pérorent comme s'ils avaient la solution. Surtout, ils n'ont pas la solution. Surtout, ils se réfugient dans des abstractions. Donc, réfléchissons à nouveau sur le rôle de l'économie, qui mérite, je crois, une immense réflexion. Et puis, bien sûr, raisonnons sur la place des mécanismes de marché. Si Ignacy Sachs était là, je sais qu'il a particulièrement défendu cette idée d'économie mixte en disant cessons d'opposer le rôle des pouvoirs publics et le rôle des acteurs marchands et essayons de voir comment ces deux mécanismes se combinent. Mais je suis frappé de voir, et c'est encore un des paradoxes de la crise actuelle, tout le monde vous dit, vous savez, le néolibéralisme et le rôle, la prédominance absolue du marché, c'est fini. On a compris à nouveau le rôle de l'État. Et la question que j'ai envie de renvoyer est dit, on a compris le rôle de l'État, pourquoi faire? Et il me semble que le rôle de l'État tel qu'il est à nouveau promu, c'est vrai, on en parle du rôle de l'État. Pourquoi parle-t-on du rôle de l'État aujourd'hui? Pour faciliter le meilleur fonctionnement du marché. Mais ce qui veut dire qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on en reste à cette prédominance absolue des mécanismes du marché, et l'État est ce que j'appelais dans cette perspective un État subordonné, c'est-à-dire subordonné aux règles du marché. Il ne doit intervenir que pour satisfaire ces règles du marché. Je pense par exemple à un article d'un économiste célèbre, professeur à Harvard, dont j'ai lu un article dans la presse récemment, essayant de redéfinir ce que devait être aujourd'hui, et il parlait à un niveau très global, les grands critères des politiques de santé et d'éducation. Alors, je ne sais pas pour vous, mais enfin pour moi, une politique d'éducation, elle a une exigence en elle-même, parce que ça, c'est une composante de l'homme et du progrès de l'homme et des collectivités qui est indispensable. L'éducation, la santé. Pas pour les économistes. Pas pour les économistes. Les critères d'une bonne politique d'éducation, les critères d'une bonne politique de la santé, vous savez ce que c'est dans l'idéologie dominante? C'est d'être sûr que ça favorise la croissance. Point. Alors moi, je trouve que devant de telles aberrations, il faut se dire vraiment attention. Attention, nous avons besoin d'une réflexion vraiment différente. Et alors c'est dans cette perspective-là, donc ça je rappelle simplement ce qui résulte de l'exposé général que je vous ai proposé, mais je voudrais pour terminer insister sur deux domaines. Alors l'un qui consisterait à dire, j'ai sans cesse parlé d'enjeux du développement, de finalité, etc. Et l'ennui c'est qu'on se complaît facilement dans les banalités, dans les généralités, et que ça a un avantage, c'est que tout le monde est d'accord sur les généralités. Ce que l'on oublie de faire, c'est de combiner ces objectifs généraux proposés avec une vue systématique des acteurs qui vont être en charge de leur réalisation. Et où il faut se rendre compte qu'on peut aboutir à certaines surprises, parce que ces acteurs, ça peut être des acteurs sur le marché qui ont leur logique, et la logique, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la logique de la demande solvable, du profit, de la concurrence, etc. Et puis on va se demander, mais pourquoi alors les objectifs n'ont pas été réalisés? Mais les acteurs marchands ont joué leur rôle dans un cadre qui était le leur et qui était légitime. Il n'y avait pas de raison qu'on aboutisse à cette satisfaction. Ça me paraît particulièrement dangereux dans une chose dont on a parlé. Je ne suis pas sûr qu'on va encore
en parler beaucoup parce que leur réalisation est mise en œuvre. Je veux parler des objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire, pour moi, c'est assez caractéristique de cela. Prenez la liste des grands objectifs proposés par les Nations Unies pour le millénaire. C'est difficile d'être en désaccord. Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut discuter sur le chiffrage, bien sûr, de ces objectifs, mais sur les grandes orientations, tout le monde est d'accord. Seulement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est très loin, et de plus en plus loin, des délais de réalisation envisageables. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu pensé à ce que supposait de la part des pouvoirs publics une réglementation encadrant notamment les décisions des acteurs sur le marché par rapport à un certain nombre de besoins essentiels. Si vous soumettez cette question des besoins essentiels exclusivement à la logique de la solvabilité de ceux qui les expriment, forcément vous n'aboutirez pas à une solution satisfaisante. De la même manière, si vous prônez au nom de principes économiques plus ou moins abstraits la généralisation absolue du libre-échange, vous ne permettez aucune protection pour la satisfaction d'un certain nombre de besoins, et il me semble que ça, c'est typiquement l'exemple d'une querelle idéologique un peu ridicule, en ce sens que vous avez les partisans absolus du libre-échange et les partisans du protectionnisme qui ne dit jamais son nom. D'ailleurs, les partisans officiels du libre-échange pratiquant joyeusement le protectionnisme, comme le montrent les États-Unis, la communauté européenne, etc., c'est évident, mais on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas continuer à tenir ce discours, parce qu'il est parfaitement contradictoire. Donc, c'est le premier de ces deux points sur lesquels je voudrais terminer. Rapprochons sans cesse les enjeux, les objectifs proposés pour ces grandes stratégies de développement et la responsabilité des acteurs en jeu. Et je crois qu'on peut en confier la responsabilité à certains acteurs du marché. Moi, je n'ai pas d'objection pour cela, à condition d'encadrer ce marché. Et à condition aussi, d'ailleurs, de ne pas croire que les pouvoirs publics vont tout résoudre grâce à leur neutralité parfaite et à leur idéalisme parfait. On a eu suffisamment d'expérience pour savoir que ce n'est pas le cas. Et alors, mon deuxième point, et mon dernier point, va être de revenir à ce qui est peut-être pour moi une obsession sur laquelle je ne devrais plus revenir, parce que manifestement, ce n'est pas à la mode du tout. C'est que je crois simplement que nous avons besoin d'un rôle des pouvoirs publics. Vous avez compris, j'y ai déjà insisté, mais il faut que cette action des pouvoirs publics soit organisée. Alors l'organisation des politiques publiques dans une perspective de développement à long terme, du temps où j'ai commencé ma carrière, pas ma carrière, mais mes travaux d'économiste, on appelait ça la planification du développement. Alors, je ne vais pas dire aveuglément et naïvement, refaisons de la planification. Vous allez dire, vous allez relancer le Gosplan soviétique, etc. C'était un échec total. C'est pas ce qu'il faut faire. Et je suis évidemment d'accord. Je ne prétends pas du tout. J'ai pas mal travaillé sur ces questions-là dans le passé. Je ne préconise pas du tout, bien sûr, un retour ni à ces planifications socialistes, ni aux planifications que j'ai vues en Afrique notamment, même celle que j'ai vue en Inde, particulièrement intelligente, mais tout de même qui est un échec au total, et pas non plus celle que j'ai vue en France, où j'ai travaillé au commissariat du plan pendant un certain temps, et j'étais effaré des naïvetés finalement sur lesquelles ça reposait. Alors ce que je veux dire simplement, c'est qu'il me semble que nous avons besoin de réinventer cela. Réinventer une organisation de l'action des pouvoirs publics. Je n'ai pas une solution toute simple à proposer. Je dis simplement qu'il me semble qu'il faut à tout prix réintroduire une perspective de long terme qui résonne à long terme aujourd'hui. Quelques producteurs de grands produits, bien sûr, quand on met sur le chantier un nouvel avion, il faut plusieurs années pour concevoir ce nouvel avion. Donc, bien sûr, certaines sociétés travaillent là-dessus. Qui parle de perspective à long terme pour la société à laquelle nous appartenons? Très, très peu. Très, très peu de monde. Et je crois que nous avons besoin de ces perspectives-là.
Et nous avons besoin de ce que j'appelle une fonction de veille, c'est-à-dire une fonction de veille au sens du veilleur au sommet de sa tour de guet, qui regarde qu'est-ce qui est en train de venir, hein, qu'est-ce qui vient, quels sont les défis auxquels nous allons devoir répondre, pas demain matin, mais l'année prochaine, ou peut-être le siècle prochain. Ça me paraît essentiel de pouvoir le faire. Nous avons besoin de réfléchir sur la place des grands agrégats économiques que je critiquais il y a un instant. La raison pour laquelle je parlais d'une critique des méthodes du plan français que j'ai vu de près, c'est que c'était basé essentiellement sur des calculs macroéconomiques très éloignés des décisions politiques concrètes qui se prenaient. C'est un exercice très savant, d'ailleurs fait par des gens très compétents, mais qui avait peu de choses à voir avec les choix politiques. Et les choix politiques, les décideurs politiques, ça les arrangeait très bien. Personne ne comprenait très bien ce que voulait dire ce grand schéma macroéconomique, mais au moins ça laissait la liberté des choix politiques. D'où le refuge dans la croissance indéfinie, etc. Et puis, dernier thème dans le cadre de cette planification, c'est les problèmes de répartition. Hein. Cessons de croire que la répartition du pouvoir, la répartition du revenu, la répartition de l'accès aux ressources va se faire tout seul, comme ça, d'une manière satisfaisante du point de vue de la justice sociale. Ça, c'est une fonction de base des responsables de la société dans une perspective de long terme, et nous avons besoin d'y réfléchir à nouveau. Mais je conclus en disant que tout cela fait un programme de travail gigantesque, évidemment, hein, mais qui n'est pas simplement un programme de travail, c'est un programme de réflexion, sans doute, c'est un problème d'expérimentation et puis un problème de changement de comportement pour tous les groupes et pour chacun d'entre nous. Je dirais donc, c'est un des grands défis, me semble-t-il, des stratégies de développement, sont des défis nouveaux, parce qu'ils se posent dans des termes très nouveaux de ce que l'on entendait jusqu'à présent sur ces questions-là. Et je crois réellement que c'est à ça que peut servir le type de rencontre que vous organisez ici, rencontre à laquelle je souhaite bien sûr le plus grand succès. Je vous félicite d'avoir pris l'initiative de l'organiser. Je vous remercie pour votre attention. Agradecemos ao professor Comeliot pela belíssima intervenção e encerramos aqui o primeiro dia de trabalho do Seminário Internacional Segurança Alimentar e Segurança Energética e Estratégias da Expansão de Alimentos e de Biocombustíveis na Europa e no Brasil. Convidamos também todos os participantes para o coquetel de boas-vindas, que será servido do lado de fora do auditório. Obrigada.